Ok, comme je l'ai dit, on va y aller, hein. 2 heures de vidéo ou 3 heures où je vais vraiment extérioriser tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Ça va être chaud. Je vais perdre du temps. Je vais perdre de l'énergie. Je vais perdre plein de choses. Je vais perdre tout ce que j'ai comme temps pour avancer. Mais à la place, je vais faire quand même partager tout ça. Parler, parler, parler. Et parler des choses que j'ai appris jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, il me reste quoi? Il me reste 2 choses à voir dans ce chapitre 4. Il me reste 2 choses à voir dans ce chapitre. Il me reste 2 choses à voir dans ce chapitre 4 qui est principe de superposition et principe et l'incertitude de Heisenberg. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est euh, les postulats de la physique quantique. Mais d'abord, un peu de rappel sur les maths qu'il faut pour faire un peu de rappel sur les maths qu'il faut pour faire la physique quantique. Première chose, tu ne peux pas faire tu ne peux pas faire ok, PQS, physique quantique et statistique. Bon, en réalité, on parle seulement de physique quantique. Mais le cours s'appelle physique quantique et statistique. Bref, en gros, tu ne peux pas faire de la physique quantique. Oh. Tu ne peux pas faire de la physique quantique. Tu ne peux pas faire de la physique. Tu ne peux pas faire de la physique quantique sans les maths. Ça, c'est important. Les maths, tu as besoin de maths pour faire la physique quantique. Tu as besoin d'analyse et d'algèbre. Voilà. Et aussi de la géométrie, mais bon, ça c'est vraiment de la géométrie de primaire ou de secondaire. Pour le coup, t'es épargné. Mais parce que en fait, ici, là où la géométrie est importante, vraiment la géométrie de Polytech, ou en tout cas la géométrie pour passer l'examen d'entrée, là où c'est important, c'est vraiment quand on parlera des champs, quand on parlera de la mécanique, en gros, en fait, pour calculer des choses et tout, vu qu'on calcule des vecteurs, enfin, on calcule des choses liées à des vecteurs, enfin, des choses qu'on représente à des vecteurs, et bien, bah, il faut quand même utiliser de la géométrie pour simplifier les calculs. Sinon, ça devient lourd. Bon, fermons la porte parce qu'il y a du bruit. Bref, du coup, on y va. Il faut des maths. Comme maths, on va voir quoi? On va voir les choses. On va voir les choses qu'on a besoin pour faire de l'algèbre. Enfin, on va voir les choses qu'on a vues en algèbre linéaire en BA1 et aussi en analyse. Premièrement, on commence par le plus simple, les complexes. C'est quoi un nombre complexe? C'est simplement un nombre qui s'écrit de la forme A plus IB. Ça, tu sais, facile. Okay. Ce complexe, il a ce qu'on appelle le complexe conjugué. Okay. C'est A moins IB. Okay. Et aussi, il a ce qu'on appelle le module. C'est la valeur réelle du complexe. En gros, c'est la norme du complexe. Le complexe, c'est un vecteur. C'est un vecteur qui a une norme. Et la norme du complexe, c'est quoi? C'est Z au carré module. C'est A carré plus B carré. Okay. Ça, c'est un rappel. Hein. Mais si tu n'as jamais vu un cours sur complexe, va trouver un moyen de voir ce cours. Si ça rappelle, ce n'est pas le cours complet. Et d'ailleurs, j'ai une formation qui donne cours sur le complexe de A à Z. Donc, si tu as vraiment besoin d'une explication de ma part, fais en description. J'ai mis le lien pour la formation dans laquelle j'explique, on va dire, j'explique tout ce complexe, tout ce qu'il y a à connaître pour l'examen d'entrée, en tout cas pour le complexe. Après, par la suite, tu vas juste voir des petites nouvelles. Tu vas juste voir. Après, pour la suite, tu vas juste voir des petites choses et tout en plus. Mais c'est pas intéressant. Le fondamental, c'est tout ce que tu as besoin pour ton examen d'entrée. Et donc, ça, j'ai mis en formation. N'hésite pas à aller le voir ou bien à aller voir ailleurs les vidéos qui parlent de complexe. En tout cas, voilà. Moi, je te propose ça et tu prends si tu veux. Et voilà. Complexe, c'est A plus IB. Son conjugué, c'est quoi? C'est juste l'opposé de. Enfin, tu mets le moins devant. Enfin, tu changes le signe du IB, quoi. Et la norme au carré, c'est ça. Et donc, la norme, c'est racine de A carré plus B carré. Ok, voilà. Ça, c'est les bases, ok? Puis, il y a quoi? Un complexe, on peut l'écrire en forme trigonométrique. Z est égal à cosinus de l'angle AB qui est quoi? Ce qui est en fait le. AB, c'est quoi? C'est θ. Non, bref. Cos de θ plus I sinus de θ. Et θ, c'est quoi? C'est arc tangente de B sur A. Voilà. Ça rappelle. Et du coup, voilà. Et du coup, et le Z, on peut aussi écrire en exponentielle. Et c'est ça qu'on va utiliser en réalité dans ce cours. C'est la forme exponentielle du nombre complexe. C'est quoi? C'est le module R qui est fois EI θ. Okay. Le R, c'est quoi? C'est Z. C'est ça le R. Enfin, c'est ça. Ça, c'est le R, ok? C'est ça qu'on va utiliser. Et du coup, voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, du coup, le module, c'est important. Une autre manière d'avoir le module, c'est quoi? Tu prends le Z, tu fais fois le conjugué, tu obtiens le module carré.
Ça, c'est important parce qu'on va l'utiliser aussi. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Et aussi, quand tu veux une valeur réelle, enfin, un complexe, hein, mais des fois, le complexe, c'est pour une position, c'est pour une impulsion, c'est pour une énergie. Eh bien, bah là, ce sera en complexe. Mais pour avoir sa vraie valeur de la vie de tous les jours, il faut prendre sa partie réelle. Et donc, pour prendre sa partie réelle, on va prendre le A ici, et pour dire que le A, c'est la partie réelle, on dit que le A sera réel de Z. Voilà. La Z qui est complexe, eh bien, quand tu prends sa partie réelle, tu prends seulement la partie qui est réelle ici, et tu laisses tomber la partie imaginaire. Ok. Et du coup, voilà, on a tout ça, et c'est bon. Après, maintenant, on peut maintenant plonger dans la physique quantique. On peut plonger dans des maths plus intéressants. Ça, c'est le niveau 0, niveau Bericadone. Si tu n'as pas ça, au revoir. La vidéo n'est pas perdue. Oula. Ou pas. On va rester. Mais voilà, ça, c'est le niveau 0. Le niveau 1, il y a 3 niveaux. Le niveau 1, c'est quoi? C'est les rappels de l'algèbre linéaire. En algèbre linéaire, ce qu'on voit, c'est que on a l'algèbre linéaire, ce qu'on voit, c'est que on travaille avec des vecteurs. En gros, tu as ce qu'on appelle un espace vectoriel. C'est un espace, c'est un ensemble. Tout comme les réels ou les complexes. Eh bien, un espace vectoriel, c'est tout simplement un espace qui est composé de deux choses. D'un ensemble qu'on appelle l'espace des vecteurs et d'un ensemble qu'on appelle le corps, qui en réalité est le réel ou le complexe. Voilà. Du coup, ça là, c'est un espace qui est bizarre. C'est encore plus chelou que les complexes. Les complexes étaient déjà what the fuck. Et bien ça là, c'est encore plus chelou, c'est encore plus bizarre. Parce qu'en fait, ici, tu peux avoir tout. C'est la fête des fous. Non, c'est la foire au slip. Tu as tout ce que tu veux. En gros, tous les objets que tu veux, tu le mets là-dedans. Et voilà. Je détaille, bien sûr. Je détaille. Ça, c'est le corps, le derrière. C'est pour les scalaires, on va dire, les scalaires. Parce que ici, on a des vecteurs, mais ici, on a des scalaires. On a besoin des scalaires pour pouvoir faire des choses sur le vecteur. Un vecteur, d'abord, il y a quoi comme vecteur? Il y a ce que tu as appris en secondaire. Un vecteur, c'est ça. C'est un vecteur. Et on le représente géométriquement par une flèche. Okay? Ça, c'est en primaire. Maintenant, en secondaire, tu as aussi vu qu'un vecteur a ce qu'on appelle des coordonnées. Okay? A, B. En physique, un vecteur, c'est ça. En maths, un vecteur, c'est des coordonnées, A et B. Ok? Et aussi, voilà. Et ici, maintenant, on va aller un peu plus loin. Un vecteur ici, ça, c'est un des vecteurs qu'il peut y avoir ici. Mais il n'y a pas que des vecteurs comme ça. Hein. Ça, c'est, par exemple, on appelle ça un n-play. C'est des coordonnées, on va dire. Des coordonnées, c'est un vecteur. Voilà. Pas obligé que. Voilà. Ça, c'est pas obligé. C'est juste pour dire que c'est un vecteur qui nous indique une direction, une norme et voilà, un sens. Bref, ça, c'est le vecteur usuel qu'on utilise en physique. Par contre, il y a d'autres vecteurs qu'on utilise en physique et aussi partout. C'est ce qu'on appelle. Là, je mets quoi? Je mets vecteur qui est égal à quoi? À V1 jusqu'à Vn. Ok? Ça, c'est les coordonnées des vecteurs. Okay? On appelle aussi, il y a aussi comme vecteur, il y a aussi les fonctions. Les fonctions, c'est des vecteurs particuliers. Fonctions sont des vecteurs qui, voilà. Non. Les fonctions, c'est des vecteurs qui font des trucs bizarres. Les fonctions sont aussi appelées des vecteurs. En gros, regarde, tout ce qui est, en gros, ici, un vecteur, c'est un objet mathématique. On peut parler de droite, de plan, de vecteur, de fonction, de matrice, de ce que tu veux. Voilà. Un vecteur ce sont des éléments. Okay? Il y a aussi quand les matrices, un tableau de nombres, c'est aussi un vecteur. Et il y a aussi, pour finir, les suites. C'est une liste de nombres. Eh bien, tous ces éléments-là, enfin, je pense que c'est tout. Hein. En tout cas, nous, on a besoin que de lui et de lui. Enfin, lui, non. Lui, c'est pour comprendre. Mais surtout de lui. Voilà. Il y a aussi plein d'autres objets qu'on appelle aussi vecteurs en maths, en algèbre. Mais voilà. Ça, ce sont des objets qui respectent une loi. C'est la loi de l'addition. Ok? Et la loi de la multiplication.
En gros, tout objet qu'on peut additionner et multiplier de la manière suivante, eh bien, on appelle ça des vecteurs. On dit qu'ils appartiennent à un espace. On dit qu'ils appartiennent à l'espace vectoriel. En gros, le V ici peut dire le V de ça, ou bien le V de ça, ou bien le V de ça, ou bien le V de ça. En gros, ça c'est pour généraliser. Mais il y a plein d'espaces vectoriels. C'est juste pour dire que bah, voilà, parmi tout ce qu'il y a comme espace vectoriel, il y en a un qui est comme ça, comme ça. Voilà, ça c'est la généralité. Et du coup, l'addition, il faut que le vecteur il soit additif, commutatif, voilà, plein de choses et tout liées à l'addition. Et on doit pouvoir le multiplier par, attention, on ne peut pas multiplier deux fonctions entre eux. On multiplie une fonction avec un scalaire. On multiplie un vecteur avec un scalaire. On multiplie une matrice par un scalaire. On multiplie une liste par un scalaire. Une suite par un scalaire. En gros, ici, l'addition, on additionne deux éléments de la même espace vectoriel. Okay. Deux vecteurs entre eux, deux fonctions entre eux, deux matrices entre eux et deux suites entre eux. On peut les additionner. Par contre, quand on multiplie, on ne les multiplie pas entre eux. On multiplie par un scalaire, par un nombre réel, ici. On prend un nombre ici et on multiplie un élément qui est ici. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Tout objet qui, on peut les additionner entre eux et ils restent de même nature. Par exemple, quand on additionne deux vecteurs entre eux, ça reste un vecteur. Quand on additionne deux fonctions entre eux, ça reste une fonction. Quand on additionne deux matrices entre eux, ça reste une matrice. Quand on additionne deux suites entre eux, ça reste une suite. En gros, tous les objets, tels que quand on les additionne entre eux, ça reste la même nature d'objet. Et on peut aussi les multiplier par un scalaire, ça reste toujours le même objet. Par exemple, ici, quand je multiplie par un scalaire le vecteur, ça reste un vecteur. Quand je multiplie une fonction par un scalaire, ça reste un vecteur. Et quand je multiplie une matrice par un scalaire, ça reste un vecteur. En gros, tous les objets où je peux les additionner entre eux, ça reste un objet, ça reste le même objet. Je peux les multiplier par un scalaire, ça reste le même objet. Et bien tous ces objets-là, on les appelle des vecteurs en maths. Et ils appartiennent à un ensemble qu'on appelle l'ensemble des bizarres, l'ensemble des vecteurs. On appelle ça espace vectoriel. Et du coup, voilà. Et voilà, ça c'est vraiment un topo, c'est pas c'est pas le cours complet, c'est un rappel pour que tu puisses comprendre la physique quantique. Voilà, ça c'est le niveau 1, mais on va finir. Ça c'est la partie 1. On voit maintenant la partie 2 qui concerne, on va dire, les choses qu'on peut faire et qu'on a dans les espaces vectoriels. Maintenant, juste retiens qu'un espace vectoriel, c'est un espace où il y a plein d'objets qu'on peut additionner et multiplier par un scalaire. C'est ça. Et du coup, dans les espaces vectoriels, il y a ce qu'on appelle une base. Une base est un ensemble de vecteurs qui peut nous générer plein en gros, ici, en prenant l'ensemble des vecteurs, on va dire, l'ensemble des vecteurs qu'on connaît, des uplets. Ok? Eh bien, une base, c'est quoi? C'est simplement un ensemble de vecteurs qui nous permet de trouver tous les vecteurs dans cet ensemble-là. Dis-toi que cet ensemble-là contient tous les vecteurs possibles et à avoir. Ok? Eh bien, une base, c'est tout simplement un ensemble de vecteurs, ok, qui nous permettent d'exprimer tous les autres vecteurs, enfin, comme ça. En gros, toi comme base, tu connais quoi? Tu connais un x, un y, un z. Eh bien, un x, c'est quoi? C'est 1, 0, 0. Un y, c'est quoi? C'est 0, 1, enfin, là, ok. Ici, on est en 3 dimensions, on est dans l'ensemble des vecteurs R3. Ok? Et donc, un x, c'est quoi? C'est 1, 0, 0. Un y, c'est quoi? C'est 0, 1, 0. Et un z, c'est quoi? C'est 0, 0, 1. Ok? Ça c'est une base parce que avec ces 3 vecteurs-là, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Bah oui, en physique, quand tu as un vecteur, par exemple une force, ok? Eh bien, une force, tu peux l'obtenir comme la norme de la force fois un x pour indiquer la direction x, plus la norme du vecteur fois un y, ok? Bah bien sûr, fx, fy, et plus, pas la norme en réalité, non, excuse-moi, c'est pas la norme, c'est simplement la composante suivant x, la composante suivant y, la composante suivant z, ok? Voilà, voilà, ça c'est un exemple. Ça là, c'est une base pour R3. En fait, avec ces 3 vecteurs-là, on peut obtenir tous les vecteurs qu'on a en physique. Là, on a la force. Mais en gros, toutes les forces en physique peuvent se décomposer en Fx, Fy, Fz, grâce à
c'est un X, un Y, un Z. Des vecteurs normaux, enfin, des vecteurs unitaires. En gros, ce sont des vecteurs qui forment une base. Et une base, c'est utile parce que quand on a un vecteur, par exemple, un vecteur force, on peut l'exprimer dans chacune de ces vecteurs-là. On peut exprimer en combinaison linéaire. Parce qu'ici, c'est quoi? Là, c'est quoi? F, ça devient quoi? C'est la somme des FI fois les 1XI. Ok? En gros, on peut, ça c'est un scalaire, c'est un vecteur. En gros, ce vecteur-là nous permet d'obtenir n'importe quel vecteur juste en le multipliant par un scalaire et en faisant des plus. Bon, c'est très abstrait. Bien évidemment, avec un cours complet, tu vas comprendre cela parfaitement. Mais là, c'est un rappel et du coup, on va dire, je m'adresse quand même à des gens qui ont quand même vu ce cours-là. Okay. Si tu es nouveau, malheureusement, tu vas devoir suivre avec ça. Mais retiens que une base, c'est un ensemble de vecteurs à laquelle je peux tout avoir. En gros, c'est comme si, regarde, tu as les couleurs. Les couleurs, c'est un vecteur. La couleur est un vecteur, ok? C'est vraiment un vecteur. Et du coup, la couleur, en fait, avec la couleur, tu vas tout comprendre. La couleur, on va dire, il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont indépendants. Le rouge ne dépend pas du. Enfin, toi, en gros, tu as des couleurs qui sont indépendantes. Des couleurs qui sont chacun. Le rouge, le orange, le jaune. Bon, non, les couleurs, c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, le vert peut être obtenu en faisant du jaune plus du bleu. Du coup, c'est pas un bon exemple. Prenons par exemple. Attends. En fait, les couleurs étaient la meilleure exemple, mais en fait, c'est un peu contradictoire. En gros, bon, on va quand même voir ça comme ça. Les couleurs, dis-toi que c'est les vecteurs d'une base. La base, c'est les couleurs. Et dans les couleurs, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, toutes les autres couleurs que tu peux voir, ce sont des variantes de ces couleurs-là. On les a obtenues en combinant ces couleurs-là ensemble. Du coup, avec ces couleurs-là, ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on peut obtenir plein d'autres couleurs possibles. Okay. Sauf que une base, c'est que quand il n'y a pas. Enfin, parmi les vecteurs que tu as choisis comme base, eh bien, aucune peut s'obtenir en combinant voilà, les autres. Quoi. Du coup, les couleurs n'est pas une base parce que le vert peut être obtenu avec le jaune et le bleu. Du coup, voilà. C'est un peu contradictoire, mais c'est pour te montrer un peu l'idée. C'est un ensemble d'éléments qui te permettent d'obtenir tout le reste des éléments à obtenir dans l'ensemble de l'élément. On va dire que par exemple, prenons. J'ai pas d'exemple. En plus, c'est pas un cours d'algèbre linéaire, ça. Enfin, je pense qu'on est censé donner un cours d'algèbre linéaire. Mais c'est utile parce qu'en fait, on va utiliser cette notion de base pour parler de la physique quantique. Prenons par exemple. Attends. Ok. Prenons une pâte à. Voilà. En fait, j'essaie de trouver un meilleur exemple. C'est quel exemple que je peux trouver? Ok. Allô? Ok. Prenons les types de livres. Les livres, on va dire. Les livres. On a les romans polars, les romans policiers. Ok, ouais, je vais écrire ça. J'aurais pas laissé un billet 10 par hasard. Non. Attends, j'ai pas vu. Je sais pas. En fait, pour comprendre l'algèbre linéaire, parce que c'est complexe, hein, c'est abstrait, ce cours. Pour le comprendre, on va prendre des livres. On a les romans policiers, ok? P. On a les romans romantiques, R. On a les romans, on va dire. On a les romans. Ok, non. Prenons le noir pour le roman fantasy. Et prenons le bleu pour les romans policiers, les polars. Ici les romans de type aventure. Non, prenons plutôt les romans science-fiction. Ouais. Imaginons qu'il n'y a que 4 types de romans qui existent, on va dire. Si j'en oublie certains, dis-le moi en commentaire, et voilà, c'est pas grave. Mais voilà, on va dire qu'il y a 4 types de romans que tu peux avoir. Ok? Il y a les romans
fantasy, tout ce qui est Harry Potter, des trucs comme ça, les romans romantiques, les romans policiers et les romans science-fiction. On voit qu'il y a d'autres romans qui combinent les deux. Et il y a des romans dans lesquels il y a policier, romantique. Tu vois, il y a comme des mélanges et tout dans les différents romans qui existent. Il n'y a pas que des romans comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça existe, hein, mais aussi des romans qui mélangent un peu les tous. Okay. Tu vois, grâce à ces 4 types de romans qui existent, on va dire, eh bien, on peut dire tout le reste des romans qui existent dans le monde. Okay. Admettons qu'il n'y a que des romans comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, eh bien, grâce à ces romans-là, on peut avoir tous les autres romans qui existent dans le monde. Prenons par exemple un roman qui parle d'aventure, de sorciers, de romantique, eh bien, on peut combiner fantasy et romance. Ça forme ce roman-là, parce qu'il y a les deux, tu vois. Voilà. Et voilà, c'est un peu ça la notion de base, c'est que ce sont des éléments grâce auxquels on peut obtenir tout le reste des éléments appartenant à la famille qu'on considère. Si on veut une base pour une famille A, eh bien, ce sont des éléments, des éléments dans la famille A qui vont t'aider à obtenir tous les autres éléments de la famille A. Par exemple, dans une famille, il y a le papa, la maman, l'enfant, le fils et la fille. 4 éléments d'une famille. Okay, une famille vraiment entre eux, quoi. Pas les familles, tantines, oncles, tout ça. Eh bien, grâce à ces 4 éléments de la famille, on peut obtenir tous les autres familles, enfin tous les membres de la famille, quoi. Peu importe la famille. Par exemple, la famille des, je sais pas moi, des gens, enfin, une famille A, une famille B. La famille A, il peut avoir 3 sœurs, 4 frères, tu vois. On combine un peu les éléments que doit avoir une famille, quoi, pour avoir tous les types, toutes les familles possibles. Il y a des familles où il y a 2 papas, 2 papas, 2 mamans, et des familles où il y a un beau-père, une demi-sœur, tu vois. Enfin, en gros, on peut combiner tous les éléments que doit avoir une famille pour avoir toutes les familles qui existent dans le monde, tu vois. Et du coup, c'est un peu ça. Et du coup, voilà, ça, c'est un exemple qui illustre bien la notion de base. C'est vraiment important. Et donc, quand tu n'as pas compris ça, il faut vraiment le comprendre parce qu'en fait, sinon, tu vas te bloquer après. Voilà, ça c'est la notion, je veux dire, qu'on aura le plus besoin. Voilà. Ça, il y a 3 notions importantes. En réalité, je viens d'inventer le chiffre 3. Je dis 3, sûrement, je peux résumer le cours d'algèbre linéaire en 3 mots-clés. Le premier, c'est quoi? C'est les bases. Base. Une base, c'est ça. C'est juste des éléments qui te permettent d'obtenir tous les autres éléments grâce à eux. On va finir les éléments, on va finir tout ce qui concerne l'algèbre linéaire et l'analyse. Et puis dans la prochaine vidéo, on va commencer la physique quantique. On va commencer les choses que tu as besoin en physique quantique, comme base mathématique. Et ça, je ferai ça avec mon micro DJI pour voilà, augmenter la qualité du son. Comme ça, je n'aurai pas à crier fort comme ça, comme je le fais maintenant, et je pourrai mieux articuler peut-être. Du coup, la base, ok. Maintenant, deuxième élément qu'on aura besoin, c'est ce qu'on appelle une application linéaire. Pour faire simple, c'est quelque chose qui fait la même chose qu'une fonction. Voilà. C'est juste une autre chose que. Enfin, c'est juste une fonction qu'on appelle comme ça. Mais voilà, c'est une fonction qui a des trucs à lui. Mais voilà, en généralité, on peut le voir comme une fonction. C'est ce que fait. En fait, elle fait la même chose que fait une fonction. Ici, en algèbre linéaire, on va considérer les applications linéaires. Ce sont des applications qui prennent vecteurs. Là, on parle de fonction vectorielle, tu vois. Une fonction A qui prend en entrée un vecteur, ok, et qui te retourne, on va dire, il te retourne un vecteur, ok, un vecteur ou un scalaire, enfin, il te retourne un vecteur que j'appelais W, ok. Voilà. Ça c'est une application. En gros, c'est une fonction qui va d'un espace vectoriel à un autre, tel que il te prend un vecteur V et il te donne un vecteur W. Le vecteur V appartient à ça, et le vecteur W appartient à cet ensemble-là. En gros, il associe 2 éléments de 2 ensembles différents, ou même du même ensemble, et voilà. En prenant un élément ici, il te donne un autre élément ici, en faisant quelque chose. Okay, ça c'est en général pour la définition. Mais nous, notre jargon à nous, c'est une fonction en fait. C'est une fonction qui te donne quelque chose. Enfin, tu lui donnes quelque chose, elle te rend quelque chose.
Retiens bien ça. Une application, c'est c'est quelque chose hein, où tu donnes quelque chose et elle te rend quelque chose. Ok? On a besoin de ça parce qu'en physique quantique, on a besoin d'applications. On aura besoin de l'application pour obtenir des valeurs qu'on peut mesurer. Genre, bref, on verra tout ça après. Et du coup, voilà. Et puis, pour finir, voilà, c'est tout. C'est tout. Ok? Quoi d'autre? C'est tout ce qu'on a besoin pour entrer aujourd'hui. Et la dernière chose qui est importante, on a ce qu'on appelle le produit scalaire. C'est une application qui, lui, te donne un réel au lieu d'un vecteur. Ici, on avait une application en général, mais il y a des applications qui donnent des scalaires. En gros, ils prennent un vecteur, non, ils prennent deux vecteurs et te rendent un scalaire. Okay. Ici, on avait une application qui prenait un vecteur, mais il se peut que l'application prend deux vecteurs. Ici, le produit scalaire se note comme ça. Okay. Il prend deux vecteurs, un élément dans VW, okay, et te redonne un réel ou un complexe. En gros, il te donne, en général, il te donne un complexe parce que on travaille dans les complexes en fait. On travaille dans les complexes en physique quantique. Okay. Il te donne un complexe. Ok. C'est bon. Du coup, bah, quand tu prends par exemple un vecteur V, W, tel que V appartient à W et W appartient à W, non, tel que V appartient à V et ce W appartient à ce W, eh bien, il prend ça, ok, et te redonne un complexe, une valeur que je vais appeler. Il te donne une valeur qu'on va appeler ça. Ça, c'est le résultat que te donne l'opération produit scalaire. Et c'est égal à quoi? C'est égal à, pour les vecteurs normaux, c'est la somme des combinés des VI, WI. Ça, tu connais pour la secondaire. Et pour les fonctions, c'est quoi? C'est une intégrale d'une bande donnée, d'un domaine donné, de la fonction x fois la fonction g de x, dx. Okay. Ça, c'est quoi? C'est le produit scalaire entre la fonction f et la fonction g de x. Ok? Voilà. Et c'est égal à ça. C'est défini par ça. Voilà. Et pour les matrices, il y a aussi un produit scalaire qui est défini. Nous, ce qu'on aura besoin, c'est ça. Ce produit scalaire-là. C'est une intégrale. Ok? En réalité, pour comprendre c'est quoi un produit scalaire, c'est quand tu as un élément et tu veux connaître sa valeur suivant une autre direction. Dans le monde des réels, en physique classique, on a des vecteurs, ok? Le vecteur, ici, il est oblique, ok? Sauf que le repère, il est comme ça, le repère, en 2D. T'as Y, t'as X. Et t'as un vecteur qui est oblique, qui est V, ok? Pour connaître sa direction suivant les X, eh bien, on va le projeter vers les X. On va l'orienter vers les X. Donc, la direction des X, c'est quoi? C'est vers là. Ok? Comme ça. Du coup, le vecteur, il va comme ça. Du coup, nous, on veut connaître sa valeur quand il va comme ça. Eh bien, ce qu'on fait là, c'est une projection. On le projette suivant la direction des X. On le fait comment? Comme ça. Perpendiculairement. Et tu obtiens quoi? Tu obtiens ça. Ça, c'est quoi? C'est Vx. C'est la valeur, c'est ce que te donne le vecteur quand on va vers les X. Un vecteur, c'est une boîte, un objet qui contient la valeur de la grandeur dans toutes les directions. Ici, ça c'est la vitesse, on va dire. Le vecteur vitesse contient les différentes vitesses que tu peux avoir selon si tu vas vers la X, vers la Y ou vers les Z. En gros, c'est une boîte qui contient toutes les valeurs de vitesse que tu peux avoir selon la direction que tu suis. C'est ça un vecteur en réalité. Tu vois, c'est quand même bizarre, c'est comme différent de ce que tu voyais en secondaire. Ici, vecteur, c'est un objet, c'est pas une flèche. Là, on peut le voir comme une flèche, mais c'est un objet qui contient la valeur du grandeur que tu mesures dans toutes les directions, dans toutes les directions. Du coup, voilà, un vecteur, c'est un objet qui contient, on va dire, c'est un conteneur. Il contient toutes les valeurs du grandeur que tu... On va dire, tu vois ce qu'on appelle... Attends. Tu vois ce qu'on appelle ici un conteneur. On va dire, c'est une boîte. C'est un conteneur, on va dire. Okay. Il contient plein de choses. Okay. Il y a plein de conteneurs. On va dire que
ce conteneur-là, je vais l'appeler position. Ok? Ce conteneur-là, je vais l'appeler vitesse. Ce conteneur-là, je vais l'appeler. Attendez. Je réfléchis. Ce conteneur-là, je vais l'appeler par exemple. Hmm. Je réfléchis. Ce conteneur-là, on va l'appeler le moment cinétique. C'est simplement la quantité d'énergie que tu as quand tu fais une rotation. Maintenant, je ne vais pas prendre ça car c'est compliqué à comprendre. Pour l'instant, on va avoir ça. On va garder ça en fait, pour l'instant. Ok. On va garder ça. Ouais, on va garder ça. Ces deux-là. En gros, ces deux conteneurs-là, ils contiennent des informations. Les données, en fait, ici, ce sont des conteneurs qu'on appelle des vecteurs. Mais tu peux aussi avoir un conteneur qu'on peut appeler les fonctions. Un conteneur qu'on peut appeler, par exemple, ici, on va appeler ça les fonctions. Tu vois, ce sont des boîtes, des conteneurs qui contiennent des informations. Ici, la fonction contient quoi? Une fonction, d'abord, elle décrit quelque chose. Une fonction décrit quelque chose de la vraie vie. La position décrit quelque chose de la vraie vie. La vitesse, pareil. En gros, ce sont des choses, on va dire, abstraites. On va dire, ce que nous connaît, ce sont les choses qu'elles contiennent. Mais sinon, nous, ça là, ça n'existe pas. Ce qu'on connaît, nous, c'est ce qu'eux, ils ont comme information à nous livrer. Ok? Ici, la position, elle donne comme information les différentes distances que tu as par rapport à un point. On va dire que tu te trouves ici. Ici, tu te trouves ici. Eh bien, la position, en tout cas, ici, elle est sous la forme d'un vecteur. Eh bien, elle te donne quoi? La distance que tu as par rapport à. Tu es ici, toi. Eh bien, elle te donne la distance que tu as par rapport à ce point-là, qui est l'origine. Tu es ici, voilà. Elle te donne des informations. Elle peut te dire que tu te situes à 3 mètres par rapport à l'horizontale et à 2 mètres par rapport à la verticale. Encore à 3 mètres par rapport à tu vois, t'as compris quoi. Et du coup, bah, c'est un conteneur qui contient les différentes coordonnées que tu peux avoir dans l'espace. Tu vois, la vitesse, c'est la même chose. Elle te donne les différentes vitesses que tu peux avoir. Elle te donne les différentes vitesses que tu peux avoir suivant les directions que possibles. Ici, tu as la direction X, ok? Tu as la direction Y, mais tu as aussi la direction Z, qui rentre dans le plan ou qui sort dans le plan. Ok? Eh bien, ce conteneur-là te donne les différentes valeurs de vitesse. Les valeurs de vitesse, retiens ça. Elle te donne les différentes valeurs. Elle te donne les différentes valeurs elle te donne les différentes valeurs de vitesse que tu peux avoir selon quelle direction, selon les directions. Ok? Si tu vas vers les X, tu auras une valeur. Si tu vas vers les Y, tu auras une valeur. Vers la Z, tu auras une valeur. Tu vois? Voilà. Voilà. Vraiment, vois ça comme ça parce que ça t'aide à comprendre la physique quantique. Ok. C'est tout ce qu'on a à voir. Maintenant, on va voir. C'est tout. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Attends, je réfléchis. Ah oui. Et la fonction, c'est quoi? C'est un conteneur qui contient quoi? Il contient la dérivée de la fonction. Une fonction décrit quelque chose. Elle décrit par exemple l'évolution. Elle décrit aussi par exemple. Elle décrit l'évolution. Elle décrit la répartition. Elle décrit. Enfin, plein de choses quoi. On utilise en physique. Allô? En physique, on l'utilise pour plein de choses. Par exemple, elle décrit. On va quand même écrire des choses dessus, hein, parce que c'est vraiment important. La fonction, on va dire, une fonction te décrit l'évolution de quelque chose au cours du temps. Elle te décrit aussi elle te décrit aussi le comportement de quelque chose. Aussi, elle te décrit la répartition de différentes valeurs. Par exemple, l'argent qu'on a dépensé au cours de l'année, en moyenne, elle est ici, mais aussi on essaie de dépenser de 0 € ou bien de 1000 €, plein de chiffres. En moyenne, on dépense cette valeur-là d'argent.
Elle est possible de te décrire. Attends, elle est possible de te décrire. Elle est possible de te décrire. Attends, laisse-moi réfléchir. Elle est aussi de décrire l'évolution, la répartition. Bon, il y a plein de choses. Hein. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce qu'une fonction te donne comme information. Et ben voilà. Eh bien, non, en fait, de base, une fonction te donne ça comme information, mais en fait, elle peut te donner. En fait, selon. Attention. Voilà. Tout ça, elle te donne ça et plein d'autres choses. Ok. Maintenant, ce qui est important, c'est que là, on a des objets. Ok. Des objets. Mais quand tu les donnes à manger à ce qu'on appelle. Ici, tu as ce qu'on appelle une application linéaire. Non, juste une application. Ça, c'est une grande fonction. C'est une grosse fonction. C'est un mangeur, c'est un ogre. C'est un ogre. Il mange des objets, des conteneurs. Il va manger ça, et plein d'autres types de conteneurs. Ceux-là ne sont pas les seuls. Il y a aussi les matrices. Mais aujourd'hui, on ne verra pas ce qu'est une matrice parce que ce n'est pas important pour la physique quantique pour l'instant. Contient aussi des informations utiles pour la vraie vie de tous les jours. Et il y a aussi plein d'autres objets comme les suites. Mais bref, ça ce sont des objets en gros, ce sont des vecteurs d'un espace vectoriel. Position et vitesse sont des vecteurs que tu connais. Fonction, c'est c'est un autre vecteur. Et matrice, c'est aussi un vecteur. Tu as comme ça plein de vecteurs. Et voilà. Et du coup, bah voilà. Ça, c'est les conteneurs sont des vecteurs. Les conteneurs en physique, en maths, c'est ce qu'on appelle les vecteurs. Et du coup, bah, les vecteurs, ils contiennent des choses utiles de la vie de tous les jours. Mais avant tout, vu comme ça, ce sont rien. C'est très abstrait. Ce qui a vraiment un sens, c'est vraiment ce qu'eux contiennent. Lui, il contient quoi? Il contient les différentes valeurs de vitesse suivant les directions qui existent. Lui, pareil, il te donne les positions que tu as selon si tu fais vers les X, vers les Y ou vers les Z. Lui, il te donne quoi? Il te donne évolution de quelque chose. Il te donne quoi? Il te donne l'évolution du variable. Le comportement du variable. La répartition du variable. Okay? Et voilà. Tu as aussi plein d'autres objets que pour l'instant, que moi je ne connais pas. Mais voilà. Regarde, on est d'accord qu'eux, ils contiennent des informations. Mais pour avoir ces informations-là, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Là, vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Tout ça, maintenant, ce que je veux dire maintenant, je vais le réutiliser au moment où on va voir la physique quantique. Toutes ces choses-là, ils contiennent une information. Ok? Eh bien, pour avoir l'information qu'ils contiennent, c'est pas gratuit. Encore pour eux, ça va facile. Pour eux, ok, j'ai compris. Je viens de comprendre mieux ce que j'ai compris avant. Comme je l'ai dit, tous ces objets-là, pour avoir ce qu'eux contiennent, il faut vraiment les forcer la main. C'est comme si, par exemple, tu as. Ok, par exemple, tu es un homme, ok? Et pour les femmes, désolé, les femmes, mais bon. Là, j'ai juste un exemple pour un homme. Ou bien, non, prenons un exemple en général. Tu as, par exemple. Non. Prenons un exemple qui n'est pas, discriminatif, mais qui n'est pas non plus. En gros, un exemple où tout abonné, tout le monde qui me suit maintenant, tout le monde qui me regarde maintenant peut comprendre. Peut comprendre parce que. En gros, un exemple qui vous concerne à tous. On va dire que tu as un enfant. On va dire un enfant, tout le monde peut avoir un enfant. Tu as un enfant et tu veux qu'il fasse ses devoirs. Bah, l'enfant, il faut s'amuser lui. Tu dis, fais tes devoirs. À part si tu es un parent autoritaire ou bien un parent qui, voilà, où l'enfant a confiance et le respecte, ou bien un parent, non, c'est pas vraiment ça. En gros, à part si tu es un parent où l'enfant écoute, ok, autrement dit, à part si l'enfant écoute ses parents et fait ce qu'il leur dit, on va dire que tu as un enfant quelconque, un enfant qui est normal, un enfant normal, il ne veut pas faire ses devoirs. Et pour faire en sorte que l'enfant fasse ses devoirs, soit tu dis que si tu fais tes devoirs, tu auras une récompense. Soit tu dis, si tu ne fais pas tes devoirs, tu auras une punition. Alors là, ils veulent le faire par force. Ou bien, soit tu lui dis que si tu fais tes devoirs, tu auras. Je vais t'emmener. En gros, soit tu lui donnes une récompense pour qu'il le fasse, soit tu le punis, donc il veut éviter la punition. Il le fait. Deux manières de faire qu'un enfant fasse quelque chose que lui n'aime pas. Eux, ce sont des enfants. Ils n'aiment pas donner ce qu'ils ont. Ils aiment bien le garder pour eux.
tant qu'on ne les force pas, ils ne vont pas te livrer ce qu'eux, ils ont. Okay, et du coup, voilà. Du coup, pour qu'un enfant fasse ses devoirs, tu dois soit lui donner une récompense à la fin de. Après qu'il fait le devoir, tu donnes une récompense, soit tu l'obliges en disant que tu auras une punition si tu ne le fais pas. Ou bien tu auras telle conséquence si tu ne le fais pas. En gros, voilà. Deux manières pratiques pour qu'un enfant fasse ce que tu veux. Bien sûr, il y a d'autres manières. D'ailleurs, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Mais voilà. Et du coup, pour forcer la main, enfin, maintenant, ces objets-là, il faut les voir comme des enfants. Pour qu'ils nous livrent ce qu'eux, ils ont à donner, il faut les forcer la main. Et comment on force la main à des objets mathématiques? Car ce sont des objets. Ce sont des objets mathématiques. Pour les forcer pour qu'on puisse les forcer la main, en fait, pour forcer quelque chose, enfin, pour forcer la main à des objets, pour forcer la main à des objets mathématiques, il faut parler leur langage. Une fonction, pour obtenir par exemple l'évolution que tu as au cours du temps, on va la dériver. Hop là, voilà. Là, on a forcé à nous donner quelque chose en la dérivant. Donc, tu vois, pour lui, tu la dérives, lui, il te dit, ok, tiens, voici l'évolution de quelque chose au cours du temps. Il te donne. Lui, pour le forcer à la main, la position, il faut faire quoi? Le processus scalaire. Il faut le projeter vers une direction. C'est comme si tu avais un enfant, tu le bouscules, il dit, ok papa, tiens ça. Bon, imaginons. Lui, pour qu'il te donne la position, pour qu'elle te donne les différentes une position, pour qu'elle te livre les coordonnées d'un point, ok, il faut que tu lui projettes vers une direction. En gros, ici, les coordonnées x, y, z, ce sont les directions suivant x, suivant y, suivant z. Et du coup, pour les avoir, il faut que tu projettes cet objet vers la direction que tu veux. Si tu veux la direction vers x, eh bien tu le projettes en faisant le processus scalaire vers x. Et tu obtiens la valeur. Parce que la valeur de ta projection, c'est justement l'information que tu voulais qu'il te donne, qui est la position suivant x. Okay, si tu veux sa position suivant y, tu le projettes vers y. Et ainsi dans une valeur qui sera la position de l'objet par rapport à y, suivant y. Pareil pour la vitesse. Si tu veux avoir ce que contient cet objet qu'on appelle vitesse, qui est en réalité un vecteur, eh bien, tu prends le vecteur et tu le projettes suivant x. À ce moment-là, tu auras une valeur qui est quoi? La vitesse de l'objet quand il va vers x. Si tu veux avoir sa vitesse, si tu veux avoir la valeur, si tu veux avoir la vitesse suivant y, tu projettes le vecteur suivant y et tu obtiens une valeur qui est en réalité la vitesse de l'objet suivant les y. Et si tu veux obtenir sa vitesse suivant les z, tu le projettes vers les z et tu auras une valeur qui sera la vitesse de l'objet vers les z. Okay, du coup, ça, ce sont des objets. En fait, ce sont des objets liés à une chose. Ces objets-là, ils sont liés à un objet. Enfin, à un objet. Par exemple, le vecteur vitesse d'un avion n'est pas le même vitesse. N'est pas le même. Le vecteur vitesse d'un avion n'est pas le même vecteur vitesse d'un humain. Ou bien c'est pas le même vecteur vitesse qu'un chat, qu'une maison, qu'une fenêtre, qu'une éponge, ou bien qu'un robot. Tu vois, tous les objets sur Terre ont un vecteur vitesse. Ok, ça c'est juste la famille d'un objet. C'est juste la famille d'un objet mathématique. Ça, c'est un exemple. Enfin, ça, c'est un truc que tout le monde peut utiliser. C'est comme, par exemple, une éponge. Chacun a son éponge, une brosse à dents. Chacun a sa brosse à dents. Tu vois, chacun a son truc à lui. Eh bien, chaque objet a leur vitesse, leur position, une fonction, une matrice. En fait, ils peuvent utiliser toutes ces choses-là pour le décrire eux-mêmes. C'est ça qui est beau en maths, c'est qu'en maths, on peut tout décrire avec des chiffres et des objets comme cela. Voilà, et puis on peut travailler avec. Bref, revenons à ce que je disais. Du coup, la vitesse ici, pour un objet quelconque, c'est pour obtenir sa position. En gros, quand la vitesse ici concerne un objet quelconque, prenons par exemple Tom, un garçon, okay, eh bien, ce vecteur vitesse-là contient la vitesse de Tom selon là où il va, okay, au cours du temps. Et du coup, si on veut connaître la vitesse de Tom suivant les x, eh bien, on projette le vecteur vitesse vers les x et on obtient sa valeur. Si on veut l'obtenir
suivant les x, on projette le vecteur vitesse suivant les x pour obtenir la vitesse de Tom suivant les x. Et pareil pour le z. Et pour projeter un vecteur suivant une direction, une direction, eh bien on fait ce qu'on appelle le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est tout simplement une opération qu'on fait sur un vecteur. Voilà. Toutes ces choses-là, ils ont chacun leur opérateur qui permet de leur forcer la main. Tu ne vas pas d'arriver à une position. Enfin, sinon, tu n'auras pas ce que tu veux. Tu auras 0 à la place si les positions sont scalaires. Chaque objet ont leur opérateur, ont leur manière d'être forcé. C'est comme quand tu dois faire avouer quelque chose à un criminel. Eh bien, selon le criminel, tu vas utiliser d'autres manières de torturer. Bon, désolé, c'est un exemple un peu vulgaire, mais c'est pour que tu comprends un peu le truc. Chacun ont leur manière d'être fort. En gros, chaque objet a une manière de donner pour les forcer la main. Tu as une manière de les forcer la main. Et du coup, chaque objet ici, on va le forcer la main différemment. Un enfant ici, il y a un enfant qui a peur d'être puni. Lui, ce sera facile d'obtenir une faveur pour lui en disant que si tu ne fais pas ce que je veux, tu auras une punition. Tu vois, par exemple, faire ton devoir. Et je vous pareil pour tout, enfin, t'as un peu des choses. Et le matrice, on s'en fout un peu. Fonction pour le forcer une fonction pour lui forcer la main. Par exemple, si tu veux connaître l'évolution d'une grandeur, parce qu'une fonction est liée à des grandeurs. Il y a une fonction pour la vitesse, il y a une fonction pour la position, pour l'énergie, pour la température, pour la force. Tu vois, chaque grandeur a une fonction qui leur a définie. Chaque grandeur et chaque objet, bon, une fonction sur un objet, c'est bizarre. On va dire qu'un objet possède plusieurs fonctions. Un objet macroscopique. On verra que pour les particules microscopiques, comme les particules comme l'électron, ils ont une fonction qui décrit tout ce qu'on doit savoir sur eux. Mais voilà, ça c'est pour la physique quantique. Pour l'instant, on est dans le monde réel. Pour le monde dans lequel toutes les choses sont compréhensibles. Et voilà, du coup, pour une fonction, pour forcer la main, une des meilleures manières de forcer la main pour qu'il nous livre ce qu'on veut, qui est par exemple l'évolution d'une grandeur, on la dérive. Et si on veut par exemple l'accumulation, on va dire la répartition d'une grandeur, eh bien on intègre. Enfin, tu vois, si on veut avoir la somme de grandeur, eh bien lui, on intègre. En gros, il y a plein de choses qu'on peut faire sur une fonction qui nous permettent de chacune avoir une des informations que la fonction peut livrer. On peut la multiplier par un scalaire pour obtenir quelque chose. On peut la multiplier par, je sais pas, par une autre fonction pour avoir quelque chose, tu vois. On peut faire plein de choses. Et du coup, voilà. Selon ce qu'on le fait subir, lui, il nous rend quelque chose. Eh bien, t'as compris. Tu vois, toutes les manières de forcer ces objets à nous livrer ce que nous on veut, eh bien, ces manières-là, on peut les généraliser par A, qui est une application. C'est une application, en fait, c'est une grande fonction qui, tu donnes quelque chose, il te rend quelque chose. En gros, c'est comme si c'était le bourreau. Tu as un prisonnier ou bien tu as un criminel qui doit te livrer une information, mais tu n'arrives pas à le faire avouer quelque chose. Eh bien, tu l'envoies faire un bourreau qui, lui, il est spécial parce qu'il va faire avouer ce criminel quelque chose. Et ben voilà, tu donnes un criminel et lui, il te rend l'information que tu veux avoir. Eh bien, quand on fait ça, soit en le torturant, soit en le faisant rire, soit en fait, lui, il a plein de manières de faire avouer quelqu'un quelque chose. Voilà. On va l'utiliser pour chaque objet, pour que chacun nous donne ce qu'ils ont à donner. Bon, c'est un exemple vulgaire, enfin un exemple un peu cruel, hein. Mais encore une fois, c'est pour que tu comprennes un peu ce que je racontais. Mais on peut savoir ceci, ça de deux manières. C'est comme si tu avais, par exemple, comment dire, un exemple qui n'est pas lié à la torture. Si tu, par exemple, ok, c'est comme quand tu veux connaître, savoir si un élève a, on va dire que tu as un professeur et tu donnes cours à des élèves, ok? Eh bien, si tu veux connaître le niveau de tes élèves, si tu veux savoir s'ils ont compris la matière, eh bien, toi, tu fais un test, ok? Un contrôle, une évaluation, et tu leur donnes, ok? Et puis, dans ce contrôle-là, chacun va produire quelque chose. Eh bien, dans ce test-là, ou dans cette évaluation-là, chaque élève va produire quelque chose. Et à la fin, tu auras ce qu'ils ont produit. Et à ce moment-là, tu vas voir s'ils ont compris ou pas. À la base, toi, tu voulais savoir est-ce qu'ils ont compris ce que toi, tu voulais leur enseigner. Et bien,
La manière dont tu vas savoir ça, il y a plein d'autres manières, hein. Mais la manière dont toi tu décides, c'est de faire quoi? De faire passer une évaluation. Eh bien, c'est ce que fait le A. Lui, il veut connaître, enfin, nous, on voulait connaître les notes des élèves. On va dire que chaque objet contient les notes. Eh bien, on va faire subir une évaluation à chacune d'entre eux, et à la fin, on aura les notes, tu vois. C'est un autre exemple pour comprendre ce que fait le A. Le A, il va faire quoi? On va lui donner un objet. Lui, ou lui, ou lui, ou lui, ou bien. Ok. Et lui, le A, il va donner quelque chose. Ce que toi, tu voulais. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, c'est pas le A. Il n'y a pas un seul A. Le A, il dépend de l'objet que tu donnes. Il y a un A pour les fonctions. Il y a un A pour la position. Il y a un A pour la vitesse. Et il y a un A pour les matrices. Ok? Eh bien, ces différents A, ce sont des applications. Quand tu leur donnes ces objets-là, eh bien, ce A, il te donne la valeur que tu voulais avoir. La valeur que tu voulais avoir. Du coup, ici, on veut avoir, par exemple, l'évolution d'une grandeur. Par exemple, l'évolution de la température au cours du temps. Eh bien, le A de la fonction qui est spéciale pour avoir l'évolution de la température au cours du temps, eh bien, tu donnes cette fonction-là, et puis il te donne quoi? L'évolution de la température au cours du temps. Voilà. Le A est vraiment codé pour chacun d'entre eux. Et même dans les fonctions, il y a plusieurs types de fonctions. Il y a plusieurs fonctions qui font des choses différentes. Eh bien, pour tous les types de fonctions, il y a un A précis pour les faire avouer quelque chose, les faire obtenir quelque chose qu'on voulait de eux. Et donc voilà, il y aura un A pour non seulement chaque. En fait, il y a plein de catégories de A. Et dans une catégorie, il y a plein de A qui font des choses différentes selon ce que tu veux obtenir d'une fonction et selon ce que la fonction de base elle décrivait. Voilà, après, tu vois. Mais voilà, pour résumer, on a ce qu'on appelle une application qui fait quoi? Tu lui donnes un objet parmi ceux-là, ok? Et il te rend l'information que tu voulais. En gros, le A, on le taille pour qu'il puisse nous donner l'information qu'on veut, ok? Voilà. Ça, c'est important. En gros, ici, ce que je veux te faire comprendre, c'est que on a ce qu'on appelle les vecteurs. Ça, en maths, c'est ce qu'on appelle les vecteurs. Une fonction est un vecteur. Un vecteur position ou vitesse sont des vecteurs. Une matrice est un vecteur. Il y a plein d'autres objets comme les suites. Bref. Et du coup, bah, les vecteurs, quand on veut avoir quelque chose sur eux, eh bien, on les fait subir un test. On les fait subir une application. Voilà. Comment on fait subir? On prend l'objet, on lui donne à l'application, et l'application, il nous donne quelque chose. Et quelque chose que l'application nous donne, c'est ce qu'on voulait de base du vecteur. Si on veut par exemple quelque chose de ce vecteur-là, on lui donne à une application qui nous donne qui nous fait avoir cette chose-là, et puis on obtient cette chose-là. Exemple simple. Si par exemple je veux connaître les coordonnées d'un point, eh bien je prends un point scalaire. Je prends comme application un point scalaire. Tu vois, le point scalaire est une application. En réalité, on appelle ça un opérateur. Parce qu'un opérateur, il prend un ou deux éléments, tu vois, pour faire son truc. Et du coup là, il prend deux positions, à dire. Non, il prend une position et une position qui est un élément de la base de l'espace des vecteurs dans trois dimensions. Et du coup, il fait les deux projeter, il projette l'un sur l'autre et il obtient une valeur qui est en réalité une des coordonnées de ce vecteur position. Ou bien pour, par exemple, les matrices, il y a ce qu'on appelle le produit matriciel. Eh bien, c'est une application qui prend deux matrices. En fait, une application, c'est aussi un opérateur. En fait, tu vois ce qu'on appelle une application. Elle fait la même chose qu'une fonction, ok? Mais en plus général. Et tu as ce qu'on appelle un opérateur qui est, on va dire, c'est une application, mais qui, lui, il prend deux éléments et il fait faire quelque chose. Ici, le point scalaire, il prend un vecteur et le projette sur un autre vecteur, qui est le vecteur de base, pour avoir la direction suivant le vecteur qui décrit la direction. Ok. Ici, la dérivée, elle ne prend pas de vecteur. Elle prend
juste un vecteur. Non, elle prend cet vecteur-là qui est fonction, et puis elle me donne l'évolution de ce que décrivait la fonction. On peut aussi prendre le produit scalaire pour les fonctions. Ça revient à faire quoi? Une intégrale. Genre, quand tu fais un produit scalaire sur une fonction, tu projettes sa fonction vers une autre fonction. Et en fait, tu veux connaître ce que donne la fonction quand elle suit la direction d'une autre fonction. C'est abstrait, mais on comprend ça comme ça. Et bien pour faire cela, on prend un produit scalaire pour faire la même chose, qu'on faisait avec les vecteurs. Là, j'ai beaucoup parlé pour rien, parce que c'est pas utile tout ça, c'était juste, de base, c'était un rappel, mais là, je me suis mis à expliquer ça en profondeur et de la manière dont je pouvais expliquer ça pour que tu comprennes le mieux. Mais voilà, on va s'arrêter là. Du coup, trois choses. Il y a la notion de base, il y a la notion de vecteur, okay, et il y a la notion de application linéaire, enfin application tout court, ou opérateur. Voilà, tu vois, c'est deux choses qui font. Un opérateur est une application. Okay, tu vois, c'est un des cas particuliers d'une application. Mais une application n'est pas forcément un opérateur. Bref, en gros, voilà. Et du coup, ces choses-là, on a besoin pour un peu parler de la physique quantique. Bon, malheureusement, on ne va pas faire grand-chose dessus aujourd'hui, mais voilà. On va voir combien de temps ça a pris.